Bon, j'espère que tout le monde va bien. On va se faire un petit jeu là pour se mettre dans l'ambiance et pour se chauffer avant les interviews et puis les discussions, le cœur du sujet de ce soir. L'exercice d'inclusion, c'est super simple. C'est comme quand Nico, s'il vous demande de taper 1 ou de taper 2 et de l'envoyer au 3680, sauf que là, on va le taper dans le chat. Et moi, je vais vous poser deux questions à chaque fois. Je vais vous faire deux propositions. Ça va volontairement être deux choses complètement opposées. Et le but, c'est pas de vous ficher et de vous dire que toi, tu as cet avis-là et toi, tu as celui-ci et oh, celui-là, il est pas bien, il est méchant. Mais c'est plutôt de faire des stats et de voir parmi tout le monde dans cette conversation qui a plutôt besoin de ça et qui a plutôt un autre besoin. Donc, on va tous ouvrir son petit chat et je vais vous montrer, on va faire une question test pour voir si tout le monde a compris. La première question, c'est qui est le plus beau de vos deux co-hôtes? Et évidemment, moi, pour voter pour Alexandre, c'est taper 1. Si vous voulez voter Hélène, vous tapez 2. Simplement le nombre 2. Évidemment, moi, je tape 1, bien sûr. Anissa, j'ai vu 0. On n'a pas le droit de ne pas se prononcer. Si on ne veut pas se prononcer, on ne répond pas. Mais on doit forcément mettre un nombre 1 ou 2. Ok, pardon. Donc, vous avez tous compris, c'est impeccable. On va rentrer dans les vraies questions, le vif du sujet. La première proposition, c'est réponse 1. Je suis venu à cet atelier pour chercher des réponses concrètes. Vous tapez 1. Ou je suis venu à cet atelier pour m'inspirer. Réponse 2. Donc pareil, vous mettez dans le chat et on va voir s'il y a une majorité de 2, de 1. Là, moi, je vois défiler beaucoup de 2. Donc je pense qu'il y a pas mal de monde qui vient pour s'inspirer. Il y a quelques réponses concrètes. Fred, Steph. Bon, c'est cool. Vous allez en avoir aussi. Il y aura de l'inspiration, il y aura du concret, évidemment. Ok, c'est cool. On va passer à la deuxième question. Préparez-vous à vos téléphones. J'ai déjà pris la décision de partir. J'ai plus qu'à plier bagages à moi la campagne. Vous tapez 1. Ou bien j'ai un rêve d'installation. Je me pose encore pas mal de questions. Tapez 2. Projet concret, tapez 1. Un petit rêve, mais pas mal de questions. Tapez 2. Ah ouais. On a les deux, hein. C'est équilibré là, 50-50. Pas mal. Ah. 1,5 pour Franck. Ok, on va dire les deux. 0 pour Anne. Ouais. Ok, cool, vous avez bien compris. Troisième proposition, si vous êtes prêts. La campagne, pour moi, c'est un terrain connu, je me sens à l'aise. Tapez 1. Ou bien la campagne, c'est ce qu'il y a de l'autre côté du périph'. Des champs, des animaux, mais j'en sais pas beaucoup plus. Tapez 2. Donc là, on va voir ceux qui ont vécu leur premier confinement en mode rural, gîte à la campagne, ils vont normalement taper 1. Ceux qui sont jamais sortis de Paris vont plutôt rester sur du 2. Ouais, il y a pas mal de 1. Pas mal de 1. Ok, question suivante. On enchaîne. Ce que je trouve le plus difficile dans la réflexion, c'est de choisir un territoire. Vous tapez 1. Ou bien ce que vous trouvez le plus difficile dans la réflexion, c'est de choisir un métier, une réorientation. Vous tapez 2. 1, c'est choisir un territoire. 2, c'est choisir une orientation. Ah, là, il y a une majorité de 2. Je vous comprends, de toute façon, le territoire, c'est vite vu, c'est la Normandie, il n'y en a pas d'autres. Les autres, le climat, rien d'intéressant. Socialement, il ne se passe rien, donc je comprends. Territoire, Normandie direct. Ok. Merci Aurélien. Ok, on enchaîne. Ce dont j'ai le plus besoin pour avancer, ce sont des réponses concrètes à mes questions, à des doutes. On tape 1. Ce dont j'ai le plus besoin pour avancer, c'est un déclic pour me décider. On tape 2. 1, c'est des réponses concrètes. 2, c'est un déclic. Ah, là, c'est 100% des 1. Quasiment que des 1, à part Séverine, qui a besoin d'un petit déclic. Eh ben, je pense que tu en auras un aujourd'hui. Tu vas avoir de belles inspirations, Séverine, rassure-toi. Alice, pareil, il y en aura. Et puis pour tous les autres, les réponses concrètes, vous allez les avoir. C'est pour ça qu'on nous a choisi des intervenants de gratte. Franchement, je suis un peu jaloux. Ok. Question suivante, presque la dernière. Après, on va enchaîner les interviews, le vif du sujet. L'idée d'un projet d'installation est venue parce que je me prépare à construire un mode de vie résilient. 1. L'idée d'un projet d'installation est venue d'une crise de sens liée à la ville et l'ordinateur et tout ça. On tape 2. Vous voulez créer un futur résilient. 1. Vous en avez marre de l'ordi et de la ville. Vous tapez 2.
Beaucoup de 1. Les pots d'échappement, tout ça, ça vous fait pas peur. Le confinement, le couvre-feu, coincé en ville dans un petit 30 mètres carrés non plus. Un petit peu quand même. Ouais, Sophie, elle en a marre là, de son appart à Paris, c'est sûr. Sur les présentations et les interviews, ça va être la plus grande crainte. Qu'est-ce que c'est? 1, plus grande crainte, c'est de ne pas trouver un métier. Ou bien 2, la plus grande crainte, c'est d'être isolé socialement. 1, pas de métier. 2, pas de copains. Ah ouais, il y a beaucoup de 2 là. Hein. C'est important les copains. Mais Karine, elle nous rassurera à ce sujet-là. Elle vous racontera comment on peut se faire plein de copains et qu'il y a des lieux super sympas. On rencontre du monde, même à la campagne. Rassurez-vous. Ok. Merci pour toutes ces réponses super riches. On va faire des statistiques très poussées. On va bien sûr garder toutes les données. On va les revendre à Facebook. Hein, pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Merci pour votre participation. C'était cool ce petit jeu. Et on va enchaîner avec Célia, si tu le veux bien, pour nous raconter un petit peu ce que fait Good Planet. Oui, pas de souci. Alors bonjour à tous. Donc déjà, merci beaucoup d'être si nombreux à participer à cette conférence. Alors moi, pour faire court, je suis assistante chargée de la programmation culturelle à la Fondation Good Planet. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le lieu, la Fondation Good Planet, elle est implantée au cœur du bois de Boulogne, au domaine de Longchamp plus précisément. Elle a été créée par Yann Arthus Bertrand et elle est aujourd'hui présidée par Yann Arthus Bertrand. Donc la Fondation Good Planet, c'est un lieu qui est dédié à l'écologie. On y organise beaucoup d'événements toute l'année qui sont gratuits et accessibles à tous. Donc des événements qui peuvent être autour de thématiques environnementales, mais également sociales, solidaires. Et donc là, depuis que la Fondation est fermée au public, avec les nouvelles mesures de confinement qui ont été annoncées dernièrement, en octobre dernier, on a mis en place des événements en ligne. Et notamment dans ce contexte-là, on a souhaité mettre en place un partenariat avec Passerelle Normandie pour proposer un cycle de conférences qu'on a intitulé L'appel de la campagne, pour toutes les personnes qui souhaitent s'installer à la campagne, mais pour qui ça génère beaucoup d'interrogations et de craintes. Voilà, donc pour accompagner toutes ces personnes-là dans leur transition. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup, vous laisser la parole. Merci Célia. Alors, je vais vous repartager mon écran. C'est parti. Est-ce que vous voyez tous mon écran? Mettez un petit pouce si vous voyez bien. Si quelqu'un a un problème, n'hésitez pas à mettre effectivement un petit message sur la partie. Hop, c'est moi là qui perds un élément de mes 3 écrans activés. C'est bon, tout roule. Super. Et bien là, on enchaîne sur un petit temps, 2 petites minutes pour vous présenter le projet Passerelle Normandie pour celles et ceux qui découvrent ce projet aujourd'hui. Donc, revenir à la campagne normande, c'est notre credo. Et en fait, l'idée de ce projet, c'est d'outiller les personnes dans leur projet de transition professionnelle et personnelle d'une vie urbaine à une vie rurale. Donc, en fait, on a 2 cycles qui se passent sur 2 années, 2020 et 2021, où on est amené à communiquer sur les projets inspirants du territoire. Donc, tout se passe, et beaucoup de choses se passent sur les réseaux sociaux. Rencontrer les acteurs directement en ville, on amène et on se donne rendez-vous en ville et on va à la rencontre des personnes qui ont besoin d'un déclic et d'inspiration. Et une période d'immersion qui est la 3e période où on organise des sessions de rencontres à la campagne et on amène les gens qui souhaitent transiter à rencontrer les acteurs du territoire sur les 3 thématiques de l'installation agricole, de la santé et des tiers-lieux. Aujourd'hui, dans le cadre de cette rencontre tiers-lieu, un petit retour de contexte. Donc, en fait, il y a, dans le cadre de nos réflexions au sein du projet, un constat évident qu'il y a une augmentation du nombre d'urbains qui rêvent de cette transition. Et c'est vraiment positif parce qu'il y a une prise de conscience qui s'est faite surtout à travers les 2 périodes de confinement qui participent à un mouvement de fond d'exode urbain qui a commencé depuis quelques temps, mais qui s'est accéléré et qui entraîne un changement de vie considérable pour certaines personnes. Et donc, la question qu'on se pose après, c'est comment sauter le pas. Et ce n'est pas simple. Et donc, la proposition de Passerelle, c'est d'ouvrir des espaces pour la rencontre entre acteurs et avec les acteurs, les ressources essentielles pour cette transition de vie et pour la maturation des réflexions
individuelle dans cette transition et dans des futures installations. Et ce qui nous amène à la question importante, et si quitter une grande ville, c'était une vraie opportunité pour se lancer, agir et avoir un job et une implication à impact au cœur de nos campagnes et pas un moment si difficile que ça. Et justement, aujourd'hui, on a trois intervenants qu'on a choisis scrupuleusement, qui sont des personnes inspirantes de par leur transition de vie et aussi les projets qu'ils portent en ce moment. Et donc, pour ce 5e événement donc, de l'appel de la campagne, nous vous proposons 3 témoignages pour inspirer au niveau des installations, ouvrir les opportunités au-delà d'un paysage de champs qui est probablement parfois dans nos têtes marqué par l'isolement social, les opportunités, il y a des opportunités de création et des rencontres au sein des tiers-lieux, et préparer en 3e lieu les prochains pas de chacun sur des questions du quotidien et des pratiques. Je vais passer la main maintenant à Alex qui va donc commencer une série d'interviews. Merci Hélène. Bon, ceux qui cherchaient de l'inspiration, tenez-vous bien, c'est le moment de réactiver vos écouteurs là, parce que ça va envoyer. On vous l'a dit, hein, on a choisi scrupuleusement les intervenants. C'est des gens qui ont vécu ces parcours-là, donc qui vont témoigner concrètement. C'est pas du bullshit, c'est pas de l'hypothétique. Là, c'est du réel, c'est du partage d'expérience. Et on va commencer avec une partie inspirante, le parcours de Éléonore. Et ce qu'on veut en gros apprendre de son témoignage, c'est ce qui lui a permis de se lancer, son déclic, ce qu'elle a vécu qui était plutôt fluide et facile dans sa transition et dans son installation, mais aussi ce qui a été un peu plus compliqué et des choses que vous pourriez anticiper du coup dans vos projets d'installation futurs. Concrètement, je vais poser des questions à Éléonore pendant une 15aine de minutes. Ensuite, Hélène pourra relancer pendant 5 minutes des questions que vous aurez posées dans le chat. Donc pendant notre interview, n'hésitez pas, vous écrivez dans le chat vos questions et puis on essaiera de les poser à la fin de l'interview. Si tout le monde est OK, on est parti. Éléonore, comment tu vas? Bonjour à tous, je vais bien, merci. Est-ce que tu peux nous dire rapidement qui tu es, nous présenter pour qu'on situe? Alors, ça c'est une grande question. Qui je suis? J'aime bien me présenter plutôt par mes valeurs et ce qui m'anime. Et aujourd'hui, moi, je me sens plutôt comme une personne assez visionnaire, utopique, ça c'est certain, curieuse et passionnée. Aujourd'hui, ce qui m'anime, c'est tout ce qui va être création humaine, donc plutôt création collective, comment l'humain arrive à se rassembler et à faire ensemble, tout en prenant soin du chemin et pas uniquement du résultat comme notre société aujourd'hui peut faire attention à ça. Et ce qui m'anime aussi, c'est tout ce qui est local aujourd'hui, la transmission, le partage, fédérer et faire attention à l'impact que j'ai sur le vivant. Ok, donc Éléonore du tiers-lieu La Soupe aux Cailloux. Merci, c'est cool. En plus, je l'apprends. Moi, je te connaissais, mais je n'avais pas entendu toutes ces valeurs. C'est le plaisir de la précision. Tu nous as parlé d'aujourd'hui, qui tu étais. Est-ce que tu peux nous dire hier qui tu étais au passé, d'où tu viens et puis ce que tu as fait auparavant? Oui. J'ai grandi en région parisienne. Donc aujourd'hui, j'ai 35 ans. J'ai grandi 25 ans en région parisienne. J'ai choisi de faire des études de droit. Je me suis spécialisée en droit des assurances. J'ai travaillé pendant 7 ans dans ce métier et j'ai réussi plus ou moins à sortir de l'étiquette de juriste pour, à la fin des 2 dernières années, passer chargée de projet, ce qui m'a un peu aidée pour la suite. Ok. Et depuis Paris, où est-ce que tu t'es installée aujourd'hui? Raconte-nous un peu ta zone géographique, ton petit patelin. Où est-ce que ton cœur s'est posé? Alors aujourd'hui, je vis à Damblainville. C'est un village de 300 habitants à 40 minutes de Caen. Donc c'est en Normandie, dans le département du Calvados, depuis 1 an et 3 mois maintenant. Bravo pour cette transition. On se plaît à Damblainville? Ça donne quoi? Ça ressemble à quoi? Il y a une boulangerie ou pas? Non, à Damblainville, il n'y a plus rien. Il reste une église et c'est tout.
l'école a fermé au mois de septembre, donc on est vraiment à l'extrême du village français où tout se vide. Mais il y a un truc super à Damblainville depuis peu, il y a la soupe aux cailloux. Voilà. Un petit tiers sympa. Qu'est-ce qui était le déclic, le moteur de ce déménagement, de cette transition, de ce changement de vie? Alors, le plus grand déclic, je crois que c'est en 2016, au moment où mon boss a décidé de quitter mon service. Il est parti donc vivre sa vie d'entrepreneur. Et en 2016, ça faisait 6 ans que je travaillais et j'avais très envie de monter moi aussi une boîte. Très envie de croire que je pouvais faire autre chose que rester à Paris dans un CDI. Et du coup, j'ai senti que j'avais plus d'énergie pour ce poste avec le nouveau boss et que ça allait être bon pour personne. Donc, j'ai négocié une rupture amiable. Donc ça, c'était en 2016, on est en 2021 aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé en 5 ans? Est-ce que tu as passé 5 ans à construire cette transition? Est-ce que tu as essayé d'autres choses et c'est ce qui t'a amené à Damblainville aujourd'hui? Oui. Du coup, août 2016, j'ai quitté mon job. Je me suis laissé 2 ans pour voyager et créer un tiers-lieu à Biarritz. Pourquoi Biarritz? Parce qu'il y avait encore un côté ville. Et pourquoi Biarritz? Parce que c'est à côté de l'océan, donc c'est quand même sympa, un côté parisien tout en ayant l'océan à côté. Pour certaines raisons, ce tiers-lieu et surtout l'équipe avec laquelle on a monté le tiers-lieu, ça n'a pas fonctionné. Je découvrais le monde associatif, je découvrais ce que c'était de trouver sa place dans un collectif et je découvrais le facteur humain. Voilà. Et ensuite, oui. Et donc, ça, c'est une aventure qui a duré combien de temps? Qui a duré presque 1 an. Presque 1 an. Et après ça, directement, tu t'es dit que tu allais retenter l'expérience, partir sur une nouvelle création de tiers-lieu? Alors non, pas directement. Je suis retournée à Paris, puisque c'est quand même là où il y a mes racines. J'ai pris le temps de digérer et de comprendre ce qui s'était passé dans ce collectif. J'ai pris le temps de me former pour être animatrice socioculturelle, me former donc à animer des ateliers philosophiques. Et une fois que j'avais digéré tout ça, avec mon compagnon Thibaut, on a décidé de déménager à Damblainville pour créer l'auberge de la soupe aux cailloux. Et comment vous est venu ce nom de la soupe aux cailloux? C'est une histoire derrière? Alors, comme tout projet, on a fait un brainstorming. Donc, on a réfléchi pendant longtemps à trouver un nom qui parle, qui représente nos valeurs. Et puis, on avait déjà en tête un conte, la soupe aux cailloux, qui explique des valeurs de partage, de débrouillardise. Et c'est aussi un conte qui se situe dans un village où il n'y a plus aucune activité à l'extérieur, où plus personne se rencontre. Et grâce à un chaudron, grâce à un caillou, il y a une personne qui arrive à recréer du lien avec tous les habitants, où chacun apporte son petit légume et où on choisit de déguster la soupe tous ensemble. Donc, on aimerait beaucoup organiser des soupes aux cailloux sur la place du village. Tu nous recommanderais de lire ce conte? Oui, mais il y a plein de versions. Ok. Donc, tu nous enverras en message privé dans le chat la meilleure version, celle qu'on doit impérativement se procurer. D'accord. Et concrètement, sur le tiers-lieu de la soupe aux cailloux, il y a eu des étapes concrètes pour monter tout ça. Tu l'as dit, c'était un vrai projet. Il y a eu le brainstorming d'abord. Ensuite, il y a sans doute eu la question du choix du lieu, de l'emplacement, peut-être du village, mais aussi de la maison, si c'est une maison ou une auberge. La question financière. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors du coup, nous, on avait ce projet d'auberge participative depuis pas mal de temps, notamment moi, mon tiers-lieu à Biarritz. Je trouve qu'il manquait quelque chose, c'était l'accueil, avoir un vrai temps où les personnes passent quelques jours dans le lieu et pas juste des personnes de passage. Donc j'avais très envie qu'il y ait cette activité d'hébergement. Pourquoi on est arrivé en Normandie? C'est assez simple. Les parents de Thibaut avaient une maison familiale dans ce petit village. Comme beaucoup de personnes qui vieillissent, elles décident de quitter la campagne pour retourner en ville. Et se poser la question, comme se pose la question pour plein de familles, qu'est-ce qu'on fait de cette maison? Est-ce qu'on la vend? Est-ce qu'on la garde en résidence secondaire? Et
moi, ça me faisait mal au cœur de voir nos campagnes encore plus se désengorger et en même temps nos villes étouffées. Donc, on n'avait pas forcément trouvé le groupe ou le collectif dont on n'a pas eu le temps de créer le collectif qu'on aurait rêvé. On n'a pas forcément eu le lieu qu'on aurait rêvé, mais on s'est dit, on a cette opportunité, donc allons-y, quoi. Ok. Et des gens qui auraient un projet d'installation similaire, qu'est-ce que tu leur recommanderais? Je sais que tes mots sur le collectif qui n'a pas marché, ça fait beaucoup réagir là dans le chat. Est-ce que tu recommanderais de mieux choisir, de prendre plus de temps, de mieux rencontrer les gens? Ou est-ce qu'il y a des erreurs qu'on doit impérativement éviter? Par rapport au collectif, j'ajoute, moi, ce qui m'a le plus posé problème, je crois, dans le projet à Biarritz, c'est qu'en fait, on n'était pas du tout au même niveau financier, dans le sens où, en fait, mes 3 comparses étaient à la fin de leur droit au chômage et moi, j'étais au tout début. Donc, ça peut s'assimiler à la même chose. S'il y en a qui ont un travail ou d'autres qui n'ont pas de travail, en fait, c'est avant tout sécuriser ses besoins essentiels, que chaque individu sache comment se loger, comment se nourrir, et surtout pas attendre du collectif qu'il vous donne à manger. Parce que sinon, ça peut créer des stress qui... Si l'individu est en stress par rapport à ses besoins vitaux, forcément, le collectif va être en stress par rapport aux besoins vitaux de cette personne. Et même si on est dans des projets humains, je pense qu'il faut que chacun garde un peu son autonomie. Ouais, Donc, il y aurait... un besoin de bien cadrer et d'être transparent sur les besoins et les attentes qu'on a personnellement quand on rejoint un collectif comme ça. J'imagine que c'est le genre de choses qui aurait pu être fait encore un petit peu mieux. C'est ça. Aujourd'hui, quand vous vous êtes lancé dans la ville, là, dans la soupe aux cailloux, est-ce que vous avez été bien accueillis par les locaux? Est-ce que vous avez rencontré du monde? Est-ce que vous avez réussi à créer un petit écosystème social, des copains dans le coin? Alors, en plus d'avoir la chance d'avoir le co-living El Capitan à 40 minutes de chez nous, effectivement, c'est pas comme dans une grande ville ou dans des quartiers à Paris, il n'y a pas une réunion pour accueillir les nouveaux dans le village tous les ans. Et ça, c'est quelque chose qu'on aimerait bien pouvoir mettre en place. Du coup, il y a toujours la question, est-ce que c'est les nouvelles personnes qui doivent aller toquer aux portes des anciens? Est-ce que c'est les anciens qui doivent venir toquer aux portes des nouveaux? Encore faut-il que les anciens sachent quand est-ce que vous arrivez. Et nous, pour notre part, on est tout simplement allés toquer aux portes. Effectivement, on a rencontré beaucoup de monde. Moi, j'aime bien regarder l'environnement dans lequel je vis. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à fouiller sur Internet, à regarder toutes les alternatives du coin, à regarder un peu tout ce qui pouvait m'animer. Et du coup, aller au forum des associations de la petite ville qui est à côté de chez moi, prendre le temps de nourrir mes activités, que ça soit de la danse, du yoga, de la couture. Aller aussi vers tout ce qui m'anime, l'écologie. Donc, il y a souvent des associations écologiques dans le coin. Il y a aussi souvent des AMAP. Donc, au sein d'une AMAP, vous pouvez aller chercher vos légumes. Et en général, c'est un groupe de bénévoles qui se bougent énormément et qui sont dans les mêmes valeurs du local et du bio. Il y a aussi aller rencontrer des métiers que je ne connaissais pas. Donc, rencontrer un berger, rencontrer un maraîcher, aller vraiment à la rencontre de l'autre, tout simplement. Et puis, plus précisément, au niveau de mon village, ça a été de prendre rendez-vous avec le maire, de lui demander un petit peu tous les événements qu'il y avait dans le village, lui demander toutes les associations. Donc, il n'y a pas beaucoup d'associations, mais mine de rien, dans un village de 300 habitants, il y a quand même une association de chasse. Il y a quand même une association, il y a quand même un comité des fêtes. Donc, tout ce tissu associatif permet effectivement de rencontrer énormément de monde. Ok, excellent. C'est clair que dans mon installation, j'ai vécu à peu près la même chose. Donc pour moi, ça fait écho. Je pense que ça fera écho à beaucoup de gens. J'ai envie de te poser une question avant de conclure. C'est est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que tu es heureuse? Et est-ce que Thibaut aussi l'est? Est-ce que c'est la vie que vous attendiez et que vous imaginez? Alors effectivement, un grand oui. Est-ce que c'est la vie qu'on imaginait? Enfin, moi,
je pense pas aussi bien finalement. Et il y a tous les jours des nouvelles surprises en fait à partir du moment où je me suis dégagée de mon CDI et d'un métier qui me convenait plus. En fait, le chemin, il est guidé par la joie et ça devient facile. Donc voilà, c'est hyper agréable de se faire confiance. Et juste la seule chose qui me manquerait, qui me manque, c'est plus de projets collectifs, notamment avec mon village. Donc, on va profiter du fait que l'école est fermée pour essayer de fédérer un maximum d'habitants autour de l'école et créer encore un autre lieu d'activité et de convivialité. Ok. On a une petite question qui est passée et je m'interroge aussi puisqu'on n'en a jamais discuté, toi et moi. C'est est-ce que tu as repris une activité professionnelle et rémunératrice ou est-ce que tu vis autrement, par exemple en vendant de la soupe aux cailloux aux gens du coin? Alors effectivement, on a éludé la question financière. Alors j'ai commencé à développer une activité d'auto-entrepreneuriat qui est encore toute petite, puisqu'en fait, c'est à la fois une reconversion et à la fois un changement de statut. Donc, je suis animatrice socioculturelle. J'anime des ateliers au sein des écoles et au sein des centres de loisirs. Mais c'est une toute petite activité et j'ai eu il y a quelque temps l'envie de repartir dans un contrat de travail et puis finalement, j'ai très envie de cumuler les petits jobs, les petites prestations qui permettent de continuer à se découvrir. Et dans le côté financier, forcément, on a négocié un loyer pour la maison. J'ai de l'argent de côté de mon ancienne vie à Paris. Et du coup, plutôt qu'être partie faire un tour du monde, je prends le temps de l'utiliser. Et je réfléchis aussi à comment l'investir à la campagne. Et notamment, là, je suis en train de créer un lieu qui sera une éco-colocation en terre-paille, ossature bois. Et du coup, je vais découvrir des nouveaux savoir-faire, l'éco-construction, les chantiers participatifs. Et tout ça, ça me nourrit. Donc ça fait partie de ton nouveau toi professionnel. Au final, c'est toutes ces choses que tu vas apprendre en touchant et en te rapprochant de l'artisanat local. C'est ça. Ok. Je te fais une petite dernière question et on aura écoulé nos 15 minutes ensemble. C'est Oui. le bilan, si tu en avais un à faire. Est-ce que tu l'as fait déjà? Un petit bilan, une introspection. Et est-ce que tu veux bien la partager? J'en ai un peu parlé déjà. Le bilan, je pensais que j'allais devenir facilitatrice de tiers-lieux, que c'était mon métier de rêve depuis 5 ans. Et puis finalement, plus je me rapproche de ce métier et plus j'ai découvert des nouvelles choses. Et en fait, je me rends compte que c'est un chemin qui n'a pas forcément de fin. Et du coup, il y a plein de possibles qui s'ouvrent au fur et à mesure. Et ça, c'est hyper motivant. Voilà. C'est assez magique. Ça m'inspire beaucoup la façon dont tu t'en parles. Ça a l'air d'être une histoire très joyeuse, très positive et que du bonheur. Ça donne envie de quitter tout ce qu'on a et puis de... Se faire confiance. Très cool. Il y a eu quelques questions qui ont été posées par les participants, ceux qui nous écoutent. Et c'est Hélène qui va te les poser, si tu veux bien. On a encore 5 petites minutes ensemble. Ok? Avec plaisir, ouais. Cool. Merci beaucoup, Éléonore, pour ce partage inspirant. C'est vrai que on sent que c'est une phase de ta vie qui t'a permis d'aller chercher plus loin et donc d'aller comprendre vraiment ce qui t'anime et ce qui te fait du bien d'une manière générale. Et ça fait effectivement, c'est inspirant. Donc merci pour ce moment. Il y a quelques questions qui ont été posées, notamment dans le cadre du collectif. Il y a Anissa qui a posé plus tôt la question du collectif. Tu as mentionné que c'était quelque chose que tu aimerais aller creuser. Est-ce que tu as un mot à partager là-dessus du peu que tu as vécu en collectif? Dans notre jargon, on parle du PFH, le putain de facteur humain ou alors le précieux facteur humain. Et dans toutes les inspirations, dans tout ce que j'ai pu lire, le problème des écolieux, ça va être ce facteur humain qui, à mon avis, est réglé en entreprise par les fiches de poste, notamment.
Et ma solution aujourd'hui pour le collectif, c'est de travailler énormément sur moi et de me rappeler que l'autre est juste un miroir et qu'en fait, si l'autre m'enquiquine, c'est juste qu'il y a quelque chose en moi qui ne va pas et que l'autre n'est pas responsable de mes émotions et que l'autre est là pour me faire grandir. C'est Voilà. très profond et c'est très vrai. C'est vrai que l'effet miroir au sein d'un groupe est assez fort et ça nous permet d'apprendre énormément sur nous. C'est un contexte apprenant très, très puissant. Une autre question qui a été posée, c'est mon petit camion qui pose la question de l'intégration des néo-ruraux au sein de petits villages. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des notions de rivalité, d'opposition, peur de l'autre? Donc, c'est des choses qui font peur, qui ont été mentionnées. Est-ce que tu as une réponse par rapport à ça? Est-ce que vous l'avez vécu? Alors, en fait, je n'avais pas conscience que ça pourrait être un problème parce qu'on est arrivé avant le confinement. Mine de rien, on est arrivé en septembre 2019. Et c'est vrai que avec le confinement, on entend les habitants du coin dire « Oh là là, mais tout l'immobilier est en train de s'acheter à une vitesse incroyable, donc ça devrait être plutôt positif. » Donc on entend effectivement qu'il y a une peur, mais en même temps, entre néo-ruraux, il y a aussi des rencontres qui se font dans notre territoire, on se reconnaît entre guillemets. Mais voilà, comme toute intégration, je pense que les tiers-lieux vont être des lieux qui vont avoir cette mission d'intégrer les nouvelles personnes et de leur faire se rencontrer les personnes du coin. Et une fois qu'on se rend compte, on réalise qu'on est tous des humains et qu'on a tous les mêmes problématiques et qu'on veut juste que ça se passe en bonne intelligence. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si. Ensuite, une autre question, je vais un peu plus rapidement parce qu'on arrive à la fin de ces questions. Il y a une personne qui mentionne le fait qu'il semble que tu aies un confort financier. Alors, je pense que tu as mentionné tout à l'heure que tu avais mis un peu d'argent de côté. La question qui émerge, c'est comment faire pour ceux qui n'ont pas des moyens financiers? Est-ce que tu as rencontré des gens qui étaient dans ce cas-là? Et est-ce que tu as des retours d'expérience par rapport à cette question? Alors effectivement, j'ai un confort financier, ce qui me permet plus ou moins de contrebalancer avec mon manque de savoir-faire, entre guillemets. C'est-à-dire que moi, j'ai une formation de juriste, donc comment faire d'un métier pareil une reconversion et un métier de demain? C'est quand même assez particulier. Donc voilà. J'ai intérêt à faire pousser des légumes. Oui, voilà. Donc effectivement, voilà, ceux qui ont moins de facilité au niveau de l'argent ont parfois plus de savoir-faire. Après, l'idée aussi, c'est que quand on a de l'argent, c'est d'en faire bénéficier aussi un maximum. Notre projet, il est avant tout collectif. Et du coup, je vais investir cet argent dans des projets qui ont du sens. Et dans ces projets qui ont du sens, il y aura d'autres personnes qui ont moins d'argent, mais qui auront plus de savoir-faire ou plus de dynamique. Et notamment, on est sur un projet avec mon compagnon pour vivre dans un hameau léger. Donc, hameau léger, c'est une association qui permet aux gens qui ont moins des revenus les plus modestes d'obtenir des terrains par les mairies ou par des propriétaires en bail amphithéotique et d'y installer des habitats légers. Donc voilà, c'est comment ceux qui ont de l'argent et ceux qui en ont moins arrivent à se retrouver pour créer un nouveau monde. C'est très beau. Merci pour ça. Il y a eu une question par rapport à la rentabilité et je pense que si pas de job à côté qui rejoint une question par rapport au modèle économique et en fait ces questions-là elles vont pouvoir être je pense répondues en partie par Karine lorsqu'elle parlera des opportunités aussi du projet tiers-lieu qu'elle porte. Donc si ça vous va, on va les traiter tout à l'heure. Juste en 2 mots, qu'est-ce que c'est une facilitatrice de tiers-lieu? Tu as mentionné ça tout à l'heure. Facilitatrice de tiers-lieu, ça va être un peu une concierge, un chef d'orchestre dans un lieu où il y a plusieurs activités. Merci beaucoup.
très clair. Merci beaucoup à tous pour votre attention et merci à toi, Éléonore, Merci. de t'être prêtée au jeu et de nous avoir fait ce partage inspirant. Avec plaisir. Je vais vous proposer un petit temps de 2 minutes de réaction. Pareil, la même chose que pour l'exercice avec Alex tout à l'heure. Je vous propose de laisser un petit mot pour exprimer une chose qui vous a surpris et que vous retenez tout particulièrement de l'intervention d'Éléonore. Donc, je vais vous laisser une petite minute pour répondre. Ouvrez votre chat. Laissez un petit mot, un concept, quelque chose qu'Éléonore a partagé et qui vous a surpris, que vous avez découvert, que vous avez appris. Ah, super. Allez toquer aux portes. Ouais, c'est important. Aller toquer aux portes, être curieux, aller vers les autres. Sécuriser ses besoins essentiels. Se faire confiance. Beaucoup tourné autour de l'humain. Hein. L'école a fermé. Bah ouais. Pardon pour la faute, j'ai pas réussi à corriger. Une faute horrible là, d'orthographe. J'ai pas réussi à l'enlever. Aucun problème. Désolée. On ferme les yeux. Super. Allez-y, n'hésitez pas. Ouais, c'est pas mal tout ça. Ouais. Donc, le facteur humain qui revient pas mal. Il y a le mot bienveillance qui est revenu, la joie. Une petite réaction rapide, Éléonore, par rapport à ce que tu lis ou pas? Et ensuite? Oh, c'est hyper touchant. J'étais déjà bien émue de tous vous voir. Donc, ce qui est génial dans ces moments, c'est qu'on se souvient pourquoi on a choisi cette voie. C'est tout ce collectif. Merci. Merci pour ça. Bon, ben super, merci à tous. Je vais repasser la main à Alex, qui va donc accueillir Karine. À ton tour, Karine, de passer aux aveux. Maintenant qu'Éléonore nous a inspiré et nous a raconté son parcours, on va te cuisiner à une autre sauce, toi. C'est plutôt celle des opportunités. Parce que tu as été curieuse, tu as été à l'écoute des opportunités et tu as su rebondir super bien dessus. Donc on va se demander comment tu as construit ce que tu as construit, notamment en cassant quelques idées reçues, parce que la campagne, c'est pas forcément un bout de terrain isolé où il se passe rien, où il n'y a personne d'intéressant, où il n'y a pas de travail, pas de gens. Mais au contraire, c'est un endroit où il se passe plein de choses. Du coup, on commence de la même manière qu'avec Éléonore, c'est te présenter qui tu es. C'est pas évident, question pas évidente. En fait, voilà, je suis Karine, je suis porteuse du projet Le Carabo, donc qui est un projet de café-épicerie qui va bientôt ouvrir. Là, on attend un petit peu que les conditions sanitaires s'améliorent pour pouvoir concrètement ouvrir ce lieu. Mais donc le projet du Carabo, c'est un café-épicerie où en fait il y a plusieurs activités. Donc, beaucoup d'activités d'animation qui permettent donc aux associations et aux habitants de pouvoir organiser des ateliers, des conférences et voilà, plein d'animations. Donc, c'est un projet qu'on a commencé. Alors là, c'est vrai que du coup, je me présente pas là. Je vais direct dans le cœur du projet. Donc, je vais peut-être revenir en arrière. Mais donc, Fini, on reviendra après. Ouais, je vais faire un petit. En fait, je suis. J'ai 45 ans. Ça fait maintenant 18-19 ans que j'habite à la campagne, qu'on a fait le pas avec mon mari de venir vivre dans un petit village qui est à côté de Rabodange où on a fait le projet, qui est à 5 km. Donc, on habite à Bazoches. Il y a très peu d'habitants dans l'Orne. Et donc, ça fait 18 ans qu'on a fait ce choix de partir à la campagne parce que mon mari avait travaillé énormément en déplacement
Et donc, vivait beaucoup dans les embouteillages, beaucoup de routes, beaucoup de stress. Et il avait un besoin, voilà, de se ressourcer à la campagne. Donc, tous les week-ends, quand il rentrait sur Caen, besoin de s'aérer. Et on allait toujours en Suisse normande, à la Roche-Douêtre. C'était vraiment des lieux qui nous permettaient de nous ressourcer. Donc, voilà, c'est après, voilà, c'est lors d'une balade où on s'est retrouvé avec la maison qu'on a choisi d'investir et enfin voilà, où on a choisi de s'installer avec notre famille. Et voilà, ça fait 19 ans qu'on est là. Et donc pour lui, c'était une évidence, pour moi beaucoup moins, parce que j'étais quand même très citadine. J'aime beaucoup la dynamique qu'il y a dans les villes. Voilà, je suis toujours très curieuse d'aller découvrir des expositions, d'aller au cinéma, d'aller faire des activités culturelles. Et c'est vrai que le fait de partir à la campagne, à 40 km d'une ville, m'effrayait un petit peu. Et surtout que j'avais encore une activité de décoratrice qui était sur Caen, donc j'avais beaucoup d'allers-retours à faire tous les jours. Et en fait, ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. Petit à petit, voilà, on s'est intégré. Petit à petit, on connaissait quasiment personne. Il y avait la maman de mon mari qui était juste à côté, mais sinon, on connaissait vraiment personne. On est arrivé, voilà, dans une terre inconnue. Et en fait, ce qui nous a permis, en tout cas, de nous intégrer très vite, c'est l'école. C'est l'école. Donc, j'entendais tout à l'heure Éléonore qui disait que l'école avait fermé. C'est vrai que c'est un peu triste quand une école ferme dans un village, parce que c'est vraiment là où il y a beaucoup de liens qui se créent. Donc nous, on a eu la chance de pouvoir créer des liens avec cette école où nos enfants dans le village sont restés. Donc maintenant, ma fille aînée a 21 ans, elle est partie. Mais voilà, on a fait, ça nous a vraiment beaucoup aidé à créer des liens. Et du coup, on s'est beaucoup investi dans les associations de l'école, l'association de la bibliothèque, l'association des parents d'élèves. Et voilà, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés entre autres avec Tristan, donc qui est co-porteur du projet avec moi et co-gérant du coup depuis peu tous les deux. Et voilà, ça fait une quinzaine d'années qu'on se connaît et qu'on fait plein de choses ensemble. Voilà. Donc, Tristan et toi-même, vous êtes co-gérant du tiers-lieu Le Carabo. Le Carabo, voilà. Mais le tiers-lieu, je veux justement avoir ton avis là-dessus. C'est un mot qu'on entend souvent à toutes les sauces. Et parfois, on nous demande ce que ça veut bien dire. C'est quoi ta définition à toi d'un tiers-lieu? Le tiers-lieu, c'est un endroit un peu hybride, un peu éclectique qu'on n'arrive pas trop à qualifier, justement. C'est un petit peu compliqué. C'est un lieu où plusieurs activités peuvent se retrouver, se mélanger et du coup créer un écosystème voilà, très, très particulier. Mais c'est inclassable pour moi. C'est à la fois toute la magie, la beauté des tiers-lieux et en même temps la complexité, parce qu'on n'arrive pas à nous mettre dans des cases, justement. Tout le monde Et puis tu nous parlais de toutes les activités que vous meniez tout à l'heure, et elles seront sans doute encore plus nombreuses à l'avenir. Donc concrètement, imaginons que demain on n'est plus confiné, qu'est-ce qui se passe au Carabo? Qu'est-ce qui se passe au Carabo? Alors au Carabo, on peut donc déjà au niveau du quotidien, donc il y a la partie épicerie et la partie café. Donc on pourra venir chercher son pain, venir chercher des produits des producteurs locaux. Donc on a référencé beaucoup de producteurs auprès de chez nous et sur la région Normandie en général. Donc on a créé des partenariats avec des librairies aussi, avec la librairie Le Passage à Alençon. Et donc ça, c'est pour la partie commerce de proximité qu'on a recréé parce qu'il n'y a plus du tout de commerce à Rabodange où on est. Et donc, c'était un vrai manque. Et donc, un café qui permettra d'aller prendre voilà, le matin son petit café ou une bière le week-end, ou voilà, découvrir des choses. Et puis, il y a tout un... Il y a
pour le moment, il y a 2 salles, mais il y en aura 3 au total. 3 salles d'activité qui permettent donc à la fois pour des artistes de proposer des résidences et du coup de travailler sur leurs projets, et également une salle qui permettra aux associations, aux particuliers ou à des bénévoles ou à des professionnels de pouvoir proposer des activités, donc des conférences ou alors des activités. On a bien sûr de la couture, on a des activités aussi autour de tout ce qui est bien-être, yoga, on a des activités. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y en a tellement que là, j'arrive plus à. Ça me Toutes les vient plus. énumérer. Mais Et, voilà. et Oui. on nous titillait tout à l'heure beaucoup sur le sujet économique. Oui. Est-ce que tu peux nous parler en 3-4 mots de votre modèle économique? Est-ce que vous vous financez avec ces activités que vous hébergez? Est-ce que vous avez des subventions, des aides? Alors oui, enfin, il y a des deux. La première, c'est vrai qu'on a souhaité développer justement une activité commerciale par le café et l'épicerie pour permettre justement d'aider à pouvoir financer des activités plus culturelles qui sont moins lucratives. Donc au départ, on souhaitait créer un café associatif. Et puis plus ça allait, et plus on s'est rendu compte que l'activité commerciale était quand même assez nécessaire et majoritaire, en tout cas au niveau comment dire, du modèle économique. Et donc, on a décidé de transformer l'association en société coopérative à intérêt collectif. Donc, les activités commerciales, finalement, servent à financer la partie culturelle. Voilà. Et au niveau de ce modèle économique, l'intérêt, c'est que on a une gouvernance qui est très proche de la gouvernance associative. Donc, dans notre société, il y a pour le moment 39 sociétaires qui sont à la fois des bénévoles, des producteurs, des partenaires animation, des soutiens citoyens et des salariés. Donc, toute cette diversité en fait de sociétaires aussi permet d'avoir une représentation de toutes les personnes qui sont intervenantes ou bénéficiaires du lieu. Et donc voilà, ça nous semblait être la forme qui correspondait le mieux à notre projet. Et après, c'est vrai que ça reste, même s'il y a une activité commerciale par le café et l'épicerie qui vont aider à financer les projets plus culturels, on a démarché pas mal on a démarché la région, pour justement le département, beaucoup de partenaires pour nous aider dans le financement du démarrage, surtout de l'activité. Donc, on a sollicité des fonds auprès de la région Normandie qui s'appelle Émergence. Et donc là, ça nous aide, nous, à investir dans du matériel et de donner un coup de pouce sur nos premiers emplois, au démarrage de nos premiers emplois. Et puis, on a aussi donc les fonds européens où on est en cours. Pour le moment, ce n'est pas tout à fait finalisé, mais ça ne serait tardé, ou qui vont nous aider dans le financement de tout ce qui est aménagement lié à la culture. Donc, on va avoir vraiment une pièce qui va être dédiée à tout ce qui est activité culturelle pour avoir une bonne sono, pour avoir des bons éclairages et voilà, tout un matériel professionnel pour pouvoir accueillir des artistes dans de bonnes conditions. Et je pense qu'il y a une multitude d'aides qui sont disponibles pour ce genre de création d'activités. Voilà. Il y aura probablement des questions et on reviendra sur ces questions-là et sur ces sujets-là directement dans le chat parce que ça peut concrètement aider pas mal de monde. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne sur les 4-5 dernières minutes qui nous restent ensemble, Karine, sur l'impact du Carabo localement, l'impact sur vous, porteurs, l'impact sur les habitants, sur les sociétaires, et qu'est-ce qu'il a apporté ce tiers-lieu concrètement? Eh ben, je pense que déjà, ça fait 2 ans maintenant qu'on a commencé à monter le projet. Et donc, au départ, c'était vraiment
un projet à l'initiative de quelques amis. Donc, on était un petit groupe, on dirait, voilà, d'amis. Et petit à petit, quand on a voulu ouvrir ce projet-là à l'ensemble plutôt des habitants, et on a fait, voilà, on a permis vraiment une ouverture, on a permis à des gens de découvrir plein de talents, plein de recréer de la dynamique et en tout cas de l'échange entre des personnes qui ne se seraient certainement pas rencontrées si on n'avait pas créé le lieu. Donc, qui n'est pas encore, ouvert, mais disons qu'on a quand même mis en place pas mal de choses depuis 2 ans, grâce aussi à la mairie qui nous a aidés à mettre à notre disposition une salle polyvalente qui est juste en face du lieu et qui nous a permis de créer donc des rencontres, des réunions, des ateliers déjà avant l'ouverture du lieu. Comment vous les avez Ça touchés? recrée une vraie dynamique et il y a une réelle attente, en tout cas, de la part des habitants pour pouvoir venir dans le lieu. Mais comment vous les avez touchés, rencontrés, tous ces gens? Vous êtes allés faire du porte-à-porte et frapper aux portes, comme le disait Éléonore, vous aussi? Alors, non, on n'a pas fait de porte-à-porte, mais au démarrage, on a créé on a fait une réunion publique où on a invité vraiment tous les habitants, donc à la fois de Rabodange, mais aussi de Putange-le-Lac, de Bazoches, de Neuvy. On a tracté, on a fait des petits flyers et on leur a proposé de les rencontrer en mois de mars 2019. Et donc, à cette première réunion, on était plus de 90. Il n'y avait pas assez de chaises dans la salle des fêtes pour pouvoir accueillir tout le monde. Donc, Bravo. on était agréablement surpris. Et puis depuis, il y a un noyau d'une quarantaine, voilà, de personnes qui a envie de s'investir dans le Carabo. Ce qui est dommage, c'est qu'avec le confinement, juste avant le confinement, on avait commencé à mettre en place les groupes de travail qui étaient vraiment surtout sur la communication, l'animation. Et c'est vrai que c'est des groupes qui n'ont pas vraiment pu voir le jour comme on le souhaiterait, c'est-à-dire voilà, avec une vingtaine de personnes. On a fait vraiment des petits groupes avec des thématiques, mais vraiment dans le futur, quand on pourra un petit peu plus se rassembler, je pense que ça sera très, très chouette. En tout cas, il y a beaucoup de dynamique et beaucoup de choses qui en ressortent, quoi. Évidemment. Voilà. Et même question, le bilan. Est-ce que vous êtes aujourd'hui en phase avec ce que vous aviez imaginé? Ou est-ce que forcément ça a pris d'autres routes? Parce que naturellement, on rêve des choses qui ne sont pas possibles. Alors, oui, au démarrage, c'est vrai que moi, j'imaginais vraiment un petit café, un petit café, une petite formule, quelque chose de... Et en fait, plus ça va et plus on rencontre des personnes et plus il y a des projets qui viennent se greffer et ça grossit et ça grossit et ça grossit. Et donc, le projet est au-delà de nos attentes. Enfin, c'est-à-dire que voilà, on ne pensait vraiment pas pouvoir toucher autant de personnes et pouvoir rayonner avec un rayon très très large. On voit bien qu'il y a même des personnes maintenant de Caen qui entendent parler de notre projet, qui s'intéressent. Et donc, on est agréablement surpris parce que voilà, Rabodange, il y a 170 habitants, donc on n'est quand même pas beaucoup. Et voilà, donc ça fait plaisir de voir qu'il y a pas mal de personnes qui ont envie de s'impliquer dans le lieu. Cool. Victime de votre succès. C'est un bel effet collatéral, ça. Ouais. Victime, non, c'est pas le mot, mais c'est vrai que c'est pas. Bénéficiaire de votre succès. C'est énorme. Ça demande énormément de temps. Excellent. Énormément. Et puis je remarque que toi aussi, comme Éléonore, de toute façon, tu as choisi de vivre et de rester en Normandie. Apparemment, ce qu'on a dit au tout début, c'était vrai. Hein, il n'y a qu'une région dans laquelle s'installer à la campagne, c'est la Normandie. Voilà. On verra bien si Antoine est lui aussi de cet avis, juste après. Avant de lui poser la question, on a quelques questions encore pour toi, Karine, qui ont été balancées dans le chat. Évidemment, les gens sont curieux. Hein, on leur raconte le Carabo, on leur montre des plans, des croquis. Alors, ils nous demandent des photos. On leur en a pas envoyé, mais pour le coup, j'y suis allé. C'est très beau. Je vous conseille d'aller faire un tour. Ouais. Et puis, Hélène va prendre le relais. Elle va te poser 2-3 questions
histoire de clarifier les interrogations qui restent pendues aux lèvres de nos invités. Merci Alex, merci beaucoup Karine pour ce partage. Merci. Effectivement, j'ai été témoin de la dernière année et demie de travail intensif que Karine et Tristan ont mené dans le cadre du montage de ce projet, et vraiment chapeau bas pour toute l'énergie que vous avez donnée, et aussi votre capacité à fédérer les habitants autour de ce beau projet. Et là, petit à petit, je mets aussi un petit pied dans ce beau projet que je trouve incroyable. Et surtout, oui, j'invite tout le monde à aller visiter le lieu. Et je suis bien d'accord avec Alex, c'est magnifique. Et justement, en parlant de ce lieu, il y a une question qui a émergé de la part d'Éléonore qui demande si le Carabo avant, c'était une maison ou un lieu public. Alors avant, c'était une maison, en fait. C'était une ferme, mais qui était abandonnée. Voilà. Et donc, on est parti de zéro. On est vraiment parti de zéro. C'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps. Oui, il y a eu une grosse phase de travaux et là, vous êtes Qui est en train de se terminer. Enfin, en tout cas, la première phase est en train de se terminer, mais c'est loin d'être fini, en tout cas. Mais ouais, la première phase est en train de se terminer. Pas mal de boulot dans le cadre de la construction de ce lieu qui va justement porter le beau projet Carabo. En parlant des murs, il y a Aurélien du tiers-lieu L'Arbre qui a demandé est-ce que vous avez fait vivre le projet en dehors des murs pendant les travaux? Bah, oui, en dehors des murs, oui, puisque en fait, on n'avait pas. Enfin, pour le moment, en fait, le Carabo, le financement en fait des travaux du Carabo, c'est une société qui est une SCI en fait qui finance les travaux. Donc c'est complètement indépendant. Donc pour le moment, le Carabo n'a pas pu faire en tout cas, le collectif n'a pas pu faire ses interventions dedans. Donc, c'est grâce, comme je le disais tout à l'heure, auprès de la mairie qui nous a prêté son lieu qu'on a pu faire des choses. Et après, il y a quelques particuliers qui ont ouvert leurs portes aussi pour pouvoir faire des ateliers. Mais voilà, ça c'était l'année dernière parce que maintenant, voilà, c'est plus trop possible. Mais Oui. voilà. Donc il y a un vrai besoin ou une envie de la part des habitants qui s'est manifesté, et vous avez juste permis de concrétiser toute cette énergie qui était en train de s'exprimer. C'est beau. Et de se dire qu'en fait, vous avez fait ça dans cette petite commune, on s'imagine qu'il y a beaucoup d'opportunités qui peuvent émerger de ce type-là, sous cette forme, dans plein de communes en France. Et donc, toutes les énergies autour de la table aujourd'hui, probablement, peuvent être inspirées par votre projet. En tout cas, un grand bravo. Et juste tout à l'heure, tu mentionnais le fait qu'on vous connaissait. Et moi, ça me rappelle un petit voyage que j'ai fait à Guipel en Bretagne. On m'a parlé de toi par hasard. Oui. Parce que j'ai rencontré le porteur du projet Un Café des Possibles qui a été cité par Mon Petit Camion. Et effectivement, tu as fait un petit tour des tiers-lieux pour t'inspirer, pour apprendre. Donc, c'est quelque chose qui est assez intéressant comme démarche. Et oui, qui est incontournable, je pense, parce que c'est très important d'aller voir un peu comment ça fonctionne ailleurs. Ça permet de nous inspirer, de prendre du recul aussi sur notre projet. Et oui, je suis allée pas mal en Bretagne. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'initiatives collectives qui sont très intéressantes. Donc, il y a le Café des Possibles, il y a le Champ commun, il y a également le Mélardi aussi, avec qui on a échangé. Je crois que tu as rencontré aussi Florian lors de cette rencontre à Guipel. Je crois que tu l'as vu aussi par hasard, donc c'est ça qui est assez drôle. Et puis oui, à Clermont-Ferrand, à Toulouse, avec le Café Plume, oui, il y a pas mal de lieux qu'on est allé rencontrer pour échanger. Oui, et donc il y a une question qui a émergé juste au moment où tu parlais, qui demandait, t'es-tu formé pour gérer ce tiers-lieu et acquérir des connaissances nécessaires? Je pense que tu as en partie répondu à cette question. Oui, alors j'ai
Je suis partie, oui, à Clermont-Ferrand pour faire une formation sur justement le montage d'un projet de café associatif. C'est une petite formation qui permettait d'avoir un peu, comment dire, les différents axes quand on monte un projet de ce type, à la fois au niveau du facteur humain et à la fois au niveau administratif. Donc ça, c'est une chose. Derrière, c'est vrai qu'au niveau de mon expérience personnelle et professionnelle, donc j'avais déjà créé une activité de conseil en aménagement il y a déjà une quinzaine d'années. Donc, je connaissais un petit peu le parcours de porteuse de projet. Donc, ça m'a pas mal aidé. Et puis la création aussi d'une entreprise il y a 7 ans avec mon mari. Donc, il faut quand même avoir quelques bases justement de tout ce qui est entrepreneuriat. Et c'est surtout que c'est vraiment des projets qui demandent énormément de temps, énormément d'énergie. Et ça, il faut en être conscient quand on démarre, quoi. Parce que on peut vite se faire prendre au piège, entre guillemets. C'est Mais précieux il n'y a pas vraiment de formation, sinon, proprement dite. Ça commence à émerger justement des formations de coordination de tiers-lieux comme facilitatrice, comme a mentionné Éléonore, mais c'est quelque chose qui est quand même très, très récent. Tu mentionnes en fait d'avoir cette espèce de fibre d'entrepreneuriat et c'est ce que tu soulignes en tout cas, qui est un caractère ou en tout cas une fibre qu'il est nécessaire de porter en soi pour monter ce type de projet parce que effectivement, je l'ai mentionné tout à l'heure, vous avez donné beaucoup d'énergie dans cette phase de montage et quelqu'un a posé la question de la viabilité, mais effectivement, je prends un peu ta place pour répondre à cette question. Vous n'avez pas encore commencé à faire tourner le projet, donc j'imagine que dans quelques temps, vous aurez une réponse. Un peu plus de recul, oui. Ouais, à partager là-dessus. Eh bien, super. Merci beaucoup, Karine. Merci, De merci à te vous. prêter au jeu. C'était vraiment top, très utile. J'espère que vous avez tous eu une réponse à votre question. J'aimerais terminer cette petite partie d'ouverture des opportunités avec un petit temps de réaction chat en me donnant en un ou deux mots ce que vous avez appris et ce que vous ne saviez pas. Alors, dans le cadre des tiers-lieux, qu'est-ce que vous avez appris et que vous ne savez pas à vos claviers? N'hésitez pas à ouvrir votre chat et à laisser un petit mot pour que Karine voit un peu ce qui a émergé chez vous. N'hésite pas à réagir, Karine, si tu as des choses qui te viennent. L'énergie que vous avez dégagée dans ce projet a marqué les gens. Ouais, ça revient plusieurs fois aussi, hein, le point de tester le projet hors les murs avant l'ouverture physique du lieu. C'est clair que ça permet de créer une communauté qui sera au taquet le jour de l'ouverture. Et puis surtout de se faire la main et puis de vérifier que ce qu'on a imaginé, c'est viable. Bien sûr, hein, c'est très très malin ça d'un point de vue entrepreneurial. Et la force de l'humain, vous avez réussi à fédérer des citoyens. Vous avez aussi, je pense, et on n'a pas mentionné, mais été à l'écoute des besoins des uns et des autres. Et parce que je vous connais personnellement, je peux qu'assurer que c'est le cas. Mais on n'en a pas parlé et c'est quelque chose qui est crucial dans le cas d'une installation de tiers-lieu, appropriée, réappropriée par les citoyens. Et voilà, d'embarquer des gens différents au fur et à mesure, c'est avoir la capacité de les écouter. On travaille tous là-dessus et c'est vrai que c'est une force de votre collectif et de votre projet. Mais Super. c'est vrai que le collectif, je pense que c'est
c'est plus facile effectivement quand il y a déjà un collectif très fort pour pouvoir entreprendre ce type de projet. C'est vrai que nous, on était vraiment juste un groupe d'amis au départ. Donc, on a dû à la fois créer le collectif avec des personnes qui étaient complètement neutres et nouvelles au sein de notre groupe d'amis. Et à côté de ça, créer le lieu. Et c'est vrai que c'était... on pensait que ça serait plus facile de créer le collectif en ayant un lieu, mais en fait, c'est pas forcément c'est pas forcément plus facile. L'important, c'est vraiment le collectif qui fait le tout. On a de la chance d'avoir un lieu magnifique et je pense inspirant, mais ça fait pas tout, quoi. Mm. Une belle chute pour ton intervention, pour rappeler à quel point l'humain est important et est au centre de ce projet, comme de tout projet de transition que nous portons sur nos territoires. Le PFH, le précieux facteur humain, ou le P étoile, facteur humain, au cas où il y a des enfants derrière les écrans, est crucial. Voilà, merci beaucoup Karine. Merci. On va passer à la troisième partie avec Antoine et donc préparer les prochains pas. Mais j'en profite quand même, Karine, avant que tu nous quittes. J'espère que vous servirez de la chicorée au Carabo. C'est important parce que moi, je viens du Nord et C'est ça, oui, une petite c'est bien connotation nordique. l'important. Il fallait qu'Alex en parle. C'est indispensable. Ici, tout le monde n'est pas là. La chicorée, elle se boit plus que le café. On aura de la chicorée, du pipi de dragon, on aura plein de choses Super. magnifiques. Voilà. Moi, j'ai vu qu'Antoine faisait des vocalises depuis 20 minutes pour s'échauffer. Il a même fait des squats, histoire d'être au taquet. Donc, normalement, on va clôturer cette soirée ensemble sur une note hyper concrète. Antoine, on va te demander des détails à toi de ton installation, des étapes. Donc, encore une fois, ce qui vous a poussé à vous installer, toi et ta famille. Et puis, comment ça s'est passé, pas après pas, et que tu nous racontes, parce qu'il y a des parents, des futurs parents qui vont suivre le même chemin, presque, et ton retour leur sera absolument précieux. Comme d'habitude, on est ensemble pour une 10-15 de minutes avec des questions, et ensuite, Hélène te posera les questions du chat. Très bien, merci. Bonsoir à tous. Antoine. Bonsoir. Eh bien, en fait, on a commencé, on est parti. Enfin, moi, j'ai fait mes études à Paris. Enfin, j'ai grandi à la campagne, ici, pas très loin, à une vingtaine de kilomètres de Briouze. Et je me rendais pas compte de la chance qu'on avait. C'est vraiment quand je suis allé faire mes études à Paris que je me suis dit, waouh, on est vraiment mieux à la campagne. Et donc, du coup, après, je me suis centré plutôt sur Caen. Et puis, donc, avec ma femme, après, on s'est rapproché. On est revenu sur les terres natales et plutôt dans sa commune natale à elle, donc à côté de Briouze, à Pointel, donc une grande ville qui fait à peu près 300 habitants, à côté d'une mégalopole de 1500 habitants à peu près. Et voilà, on a fait ce choix pour la qualité de vie et parce que voilà, c'était retourner auprès de nos racines et puis vivre dans un cadre de vie. Aujourd'hui, on a un confort qui est extraordinaire. Mais voilà, on l'a préparé. Il a fallu faire muter nos travails, changer d'entreprise, changer de structure. Moi, j'avais en plus des envies de m'installer, de me mettre à mon compte, de lancer des activités. Donc, tout ça, ça se fait pas du jour au lendemain. Il y a eu des contraintes à un moment donné, c'était un petit peu compliqué parce qu'on habitait ici. Moi, je travaillais encore à Caen. Donc, on avait 50 minutes de route tous les jours. Et puis, petit à petit, en préparant, s'organisant. Donc là, du coup, aujourd'hui, j'ai monté une structure où, en fait, on rénove des biens dans le milieu rural pour justement permettre à des familles de s'installer, de venir en milieu rural. Et puis également, pour des commerces ou des entreprises, on essaie de faciliter l'installation en traitant le problème du foncier, du bâti, en fait. Donc voilà, ça, c'est au niveau de mon métier. Et puis à côté de... Oui. De combien dans la famille? Du coup, on a agrandi un petit peu. On était 2 au départ. Et puis là, maintenant, une petite fille de 3 ans et un petit garçon de 5 ans. Bravo. Ouais, merci. Et voilà, la campagne, c'est le top pour les enfants. La ville, c'est très bien, mais nous,
on s'y plaît vraiment. Tu penses qu'ils feront pareil et qu'ils iront faire un tour en ville avant de revenir à Aubercaille? Ah, ils feront ce qu'ils voudront et ils s'installeront là où ils seront heureux, ça c'est le plus important. Mais si c'est vraiment proche de chez nous, ça sera chouette. Et je me souviens d'ailleurs, j'avais entendu des personnes qui étaient sur Caen, qui avaient poussé leurs enfants à faire des études, à voyager, etc. Et qui disaient ah bah maintenant, moi j'ai un enfant qui est à New York, un autre à Hong Kong. On les voit 2 fois par an, pas forcément en même temps. Et nos petits-enfants, on les voit par Skype. Et ben finalement, on regrette qu'ils n'aient pas fait des études peut-être un peu plus simples et qu'ils soient restés au pied de chez nous. Ouais, Et ça m'a marqué ça. ça doit être frustrant. Je t'ai Mm. coupé quand tu commençais à nous parler de famille rurale. Est-ce que tu peux nous en parler plus en détail, notamment le projet famille rurale et puis ce projet de tiers-lieu dans lequel tu t'impliques? Oui, tout à fait. Bah, en fait, quand on s'est installé ici, donc on est à une vingtaine de kilomètres de là où moi j'ai grandi. Je connaissais un tout petit peu de monde, mais pas beaucoup. Déjà, quand ma femme m'a proposé de venir m'installer ici, je me suis dit Briouze, waouh, c'est pas une super image. Je viens d'un petit village qui est pas beaucoup plus grand, mais pour moi, Briouze, c'était pire. Et en fait, en m'installant ici, je me suis dit, mais il y a plein de choses qui existent, il y a une dynamique, même, voilà, il y a quand même pas mal de choses. Et ben, je me suis investi au niveau associatif, au niveau de la paroisse, au niveau associatif, et puis après dans les écoles. Et alors pour rencontrer du monde, enfin ça c'est les clés, hein, entre le travail, les associations, la paroisse, les écoles, tout ça c'est des clés d'entrée extraordinaires. On a fait aussi d'aller rencontrer les voisins, ça marche bien aussi. Ce qu'Éléonore dont elle parlait tout à l'heure. Et donc, du coup, avec Famille Rurale, en fait, moi, je suis rentré complètement par hasard dans cette association. Je voulais créer un atelier pour les petits en anglais à partir de 6 mois. Et en fait, à Famille Rurale, ils ont dit, bah, OK, viens, mais tu rentres dans le conseil d'administration. Puis 2 mois après, je me suis retrouvé président de l'association. Et donc, du coup, on a continué à développer d'autres activités. Donc, aujourd'hui, il y a une vingtaine d'activités différentes. Il y a 25 ateliers, du qigong, du yoga, du pilate, du théâtre, du tricot, etc. Et puis, on fait aussi des soirées parentalité. On a fait des choses sur la consommation. Et en fait, notre fédération Famille Rurale est venue nous voir en nous disant, mais vous êtes quasiment un espace de vie sociale, il ne vous manque pas grand-chose. Essayez si vous voulez, on peut vous accompagner, on peut vous aider pour vous développer. Et surtout, ils venaient de répondre à un appel à projet européen où ils cherchaient 25 bourgs en France pour développer, pour tester de nouveaux modèles en fait, de tiers-lieux en milieu rural. Et donc, du coup, je ne savais même pas ce que ça voulait dire qu'un tiers-lieu, mais ça me paraissait chouette. C'est quoi ta Donc, définition maintenant du ils ont tiers-lieu? été assez... Pardon? C'est quoi ta définition du tiers-lieu à toi maintenant? Que tu Ah, sais. maintenant, aujourd'hui, c'est un lieu indéfinissable qui a pour mission de faire croiser des personnes. Voilà, de créer du lien entre les habitants. Ok. Et donc, du coup, Nickel. Toi et Karim, vous avez à peu près la même définition, ça va. Ça ouais. correspond. Mais c'est vrai que quand on voit, enfin la Carabo, on se connaît un petit peu, et quand on voit leur tiers-lieu, en fait, qui est complètement différente de ce qu'on projette, mais ça correspond à des réalités de territoire, en fait. Hein. Et donc, on a fait, avec Famille Rurale, on nous a proposé de faire un petit tour, un petit peu on est allé à Paris, à différents tiers-lieux, ils nous ont accompagnés, ils nous ont formés pour qu'on puisse mettre en place là. Et donc, du coup, on en est arrivé aujourd'hui. On a postulé à 1001 gares. Donc, c'est la gare de Briouze, donc parce qu'il y a le train qui s'arrête plusieurs fois par jour. Mais le bâtiment, en fait, il ne sert plus. Et donc, du coup, la SNCF a proposé qu'on reprenne ce bâtiment, donc avec la mairie, et pour pouvoir y installer notre tiers-lieu. Et donc, l'idée, c'est de faire un espace d'activité pour les familles, et en même temps de le mêler avec un espace de coworking. Tout ça mêlé avec un petit peu de lien, parce qu'on fait aussi, on a quelques activités solidaires, notamment avec du transport solidaire pour aider les personnes qui sont dans les campagnes. Et donc, en fait, de mêler tout ça et d'amener des raisons différentes pour que les gens viennent dans notre lieu et qu'ils se croisent. Voilà, certains viendront pour le travail, d'autres pour la solidarité, d'autres pour des activités, d'autres pour une conférence, pour un atelier, pour un stage, enfin un service. Et bon, voilà. Puis donc, du coup, l'idée, c'est de créer du lien, hein, comme on a les BARP, les centres culturels. Enfin, voilà, tout ça, c'est des lieux qui participent. On sera un maillon de plus qui participe à tout ça. Moi, j'ai hâte que ça ouvre parce que Briouze, c'est à 8 bornes de chez moi et j'ai vraiment hâte de pouvoir avoir une visite et puis partager un petit moment et un bout de table pour coworker. Je reviens au-delà de Famille Rurale et de la millionnaire, je reviens sur toi et ta famille. Est-ce que vous êtes heureux de cette installation et de ce nouveau projet, ce qui vous anime aujourd'hui? Ah ben, nous, on est au top. Hein. La vie est belle. Pourvu que 2021
poursuivre dans la lancée de ce qui s'est fait. Voilà, moi, au niveau associatif, j'essaie de faire attention et au niveau professionnel, de ne pas toucher aux 16h30, 20h, voilà, notamment pour les enfants et au week-end. Je peux déposer les enfants le matin. Enfin, voilà, c'est des petites chances hein, que je m'octroie, mais voilà, j'ai réussi cette transition et j'en suis très, très heureux. Et mon épouse également, voilà, on arrive à une vie toute simple. Et belle et heureuse. Ouais, ouais, ouais. Et, vas-y, t'allais dire. oui, oui, enfin, voilà. Il y a plein de solutions pour s'installer à la campagne. Hein. Enfin, il y a plein de projets possibles, mais ce qui compte, c'est d'avoir un projet, de se préparer, de s'organiser et d'avoir l'objectif et on lâche rien. Et ça tombe super bien parce que c'est là tu fais impeccablement la transition. J'allais te C'est demander vrai. concrètement comment vous en êtes venu à vous installer, c'est-à-dire quelle maison comment vous avez trouvé une maison. Il a bien fallu poser les meubles et puis dormir quelque part. Comment vous avez commencé à rencontrer, tu m'en as parlé, hein, tu t'es inscrit dans les assos, il y a l'école, il y a les parents, tout ça. Est-ce que tu as retrouvé un job d'abord où tu avais des économies pour vivre dessus pendant quelques temps? Alors, plusieurs questions. Donc, je vais dans l'ordre. En fait, moi, j'avais toujours mon travail à Caen. Mon épouse a trouvé un travail par ici qui était semblable au sien. Et donc, du coup, on est venu en location habiter dans le coin. Là, on a eu une galère sans nom pour trouver une maison qui soit propre à louer. Et c'est là où je me suis dit, moi, dans mon projet personnel, à un moment donné, de rénover des maisons pour les mettre en location, il y a une vraie demande, en fait. Il y a un vrai besoin, un vrai manque. Et donc, du coup, voilà, ça a participé à ma transition professionnelle. Et à côté de ça, donc, du coup, en fait, on a repris, nous, une maison de famille où on s'est installé. Donc, à ce niveau-là, pour nous, ça a été un petit peu plus simple. Mais autrement, pour s'installer en milieu rural, il y a deux choses. Hein. Soit il faut être prêt, avoir son dossier qui soit au top, avoir soit on a un travail, un cautionneur, ou il faut des choses comme ça si on veut louer. Et puis, il faut vraiment, concrètement, il faut être prêt et montrer qu'on est sérieux, qu'on est solide. C'est quand même beaucoup plus facile. Et il faut être très réactif parce que des biens qui sont propres et qui sont sympas et que tout le monde cherche, c'est à peu près la même chose. Donc là, il faut être au taquet. Ça se trouve, mais il faut se préparer ou alors il faut être prêt à accepter quelques défauts. Et puis autrement, en termes de foncier, ça coûte vraiment pas cher. Et par contre, souvent, il y a beaucoup de travaux à faire. Et si on est prêt à se lancer dans quelques travaux, on peut se faire vraiment une maison très chouette à la campagne, sachant qu'en plus, en ce moment, il y a beaucoup d'aides pour ceux qui veulent le faire. Ok. Et puis bon, après, bientôt, il y aura des tiers-lieux un peu passerelles, comme l'auberge de la soupe aux cailloux, qui te permettront d'avoir une chambre ou un petit pied-à-terre pendant quelques semaines avant de trouver ta pépite. C'est ça, tout à fait. C'est vrai que s'installer à la campagne, c'est aussi difficile qu'en ville, finalement. Pour celui qui cherche une maison avec 3 chambres, du terrain, pas trop loin du bourg, surtout, il faut qu'il se dise qu'il est à Paris en centre-ville et qu'il cherche un appart. Hein. C'est à peu près. Non, mais c'est celui qui met une petite annonce, il regarde, il a 40 coups de fil. Enfin, propriétaire, il a 40 coups de fil en 2 jours. Hein. Ok. Bon, on sort du sujet de l'immobilier, ça me paraît, ça va décourager tout le monde, il n'y a personne qui va venir en Normandie. Après, si tu veux rester du côté de Briouze, tu as gagné ton coup, il n'y a personne qui va débarquer, hein, c'est sûr. Ah, si. Il y a des choses. Il faut juste être prêt, il faut se préparer en fait. Hein. C'est ça. Il faut se préparer et puis venir. Et puis, il y a plein de solutions. Venez voir. Côté copain, parce que c'est important, tu as des enfants, donc ça t'occupe déjà pas mal, mais tout le monde n'en a pas. Et la vie sociale, c'est important, les rencontres, au-delà de celles qu'on peut faire professionnellement. Comment ça se passe pour toi? Tu as des potes dans le coin? Ah oui. Et, c'est en fait, d'ailleurs, on est arrivé, on n'avait pas d'enfants hein, quand on est arrivé. Donc les écoles, c'est venu après. Mais clairement, à nous, il y a eu 2 principales choses. Il y a eu la paroisse et les activités associatives qui nous ont permis de rencontrer beaucoup de monde. Et d'ailleurs, moi qui me suis beaucoup engagé dans l'associatif, parce que je suis aussi dans d'autres associations, et ben en fait, quasiment en 2 ans, je connais plus de monde que ma femme qui a vécu ici pendant 25 ans avant, 25-30 ans avant ici. Hein. Parce que je me suis engagé dans le monde associatif assez fortement et en plus que j'aime ça parler. D'ailleurs, je suis peut-être un peu trop pipette, mais voilà, j'aime parler, j'aime rencontrer les gens et donc du coup, il y a plein de monde sympa.
Elle s'intègre bien, elle, quand même. Socialement, c'est pareil. Elle a réussi à se créer un petit tissu. Ah bah oui, oui, bah, elle connaissait déjà du monde. Elle avait déjà son petit réseau, voilà, ça s'est bien passé. Et puis bah du coup, les amis des amis, enfin, deviennent nos amis, quoi. Évidemment. Qui dit enfant dit maternité, dit potentiellement des besoins, accès à la santé, etc. Comment ça s'est passé pour vous? Parce qu'on le sait tous, hein, c'est plus difficile d'accéder à la santé en milieu rural. Mm. Tu peux nous partager l'expérience? Oui, après, bah, nous, on a la chance, déjà, on est plutôt en bonne santé, mais globalement, je ne vais pas vous dire qu'il y a 10 médecins par habitant, hein. Ça manque peut-être un petit peu de généralistes ou de professionnels, mais un petit peu plus compliqué, mais on en trouve. On trouve des professionnels, on trouve les maternités. Nous, on est à mi-chemin entre deux maternités. Il y en a deux à 20-25 minutes. Bon, on a fait un choix, une qui nous paraissait un petit peu mieux que l'autre, donc voilà, on a fait le choix. Mais il y a des choses, hein. Après, c'est vrai que quand on veut vraiment des spécialistes, bon, on va un petit peu plus loin. Ok. Côté garde d'enfants, vous avez trouvé ce qu'il vous fallait aussi? Ah bah, déjà, les écoles, on a la chance à Briouze, il y a deux écoles maternelles, deux écoles primaires, deux collèges. On a la chance de pouvoir choisir public, privé, et puis qui proposent des services complémentaires. Il y a un petit peu de babysitting, mais là, ça se fait plus dans le réseau quand même, hein. C'est plus facilement dans le réseau que ça se fait. Et puis, on s'est installé aussi, nous, près de nos racines, et on a la chance d'avoir du coup les grands-parents qui sont à proximité, ça aide. Et ça, c'est vraiment un des axes qu'on souhaiterait développer dans notre tiers-lieu, de pouvoir aider les ados, en gros, qui veulent faire du babysitting et les familles qui cherchent. Et comme quoi, il ne faut pas bouder nos parents, hein. On a besoin d'eux, ils nous aident et puis ils ont besoin de nous, hein. C'est Et important. ils sont trop contents. Ils sont trop contents de le faire. Mais évidemment. Et tu n'en as pas beaucoup parlé tout à l'heure, mais je sais que c'est quelque chose que vous voulez vraiment développer, l'intergénérationnel au tiers-lieu, à famille rurale. Oui, oui, bah on le fait déjà. L'atelier d'anglais, en fait, par exemple, pour les tout petits, c'est un couple d'anglais retraités qui, lui, il est avec sa guitare, il chante, et puis elle aime bien bricoler, donc elle a créé des objets. Et donc voilà, donc c'est un atelier où on chante des comptines, on partage. C'est vraiment voilà, de la transmission. Ils sont vraiment très contents, les enfants aussi. C'est vraiment chouette. Et puis après, on essaie sur des ateliers de la couture, ça va très très large, hein. Il y a parfois des adolescentes qui viennent, et puis ça va jusqu'à des retraités, hein, et beaucoup de mamans. Ok. Bon, ben, comme quoi. Et les gens sont demandeurs. Et en fait, nous, ce qu'on s'aperçoit dans la dynamique, c'est quoi qu'on mette en place, ça marche. Les gens sont demandeurs. Ils ont envie qu'on leur propose des choses. Ok. On a dépassé notre temps imparti, toi et moi. On va se faire taper sur le doigt par Hélène, mais je veux te poser une dernière question quand même. Si tu pouvais t'envoyer une petite lettre à toi-même il y a 5 ans, qu'est-ce que tu dirais? Un petit conseil pour faire ça encore mieux. Ah, eh bien, change pas de route, c'était la bonne. La vie est belle, aie confiance en la vie. S'il y a des problèmes, c'est que c'est pas le bon chemin. Va là où la vie te mène, aie confiance. Et prépare bien ton projet, ça ira très bien. Merci pour la philosophie. Trop bien. Comme d'habitude, on enchaîne avec les petites questions. Forcément, ça a suscité des interrogations chez tout le monde. Et Hélène, elle va te passer au détecteur de mensonges une nouvelle fois. Merci beaucoup, Alex. Merci beaucoup, Antoine, d'avoir répondu à toutes ces questions, parce que tu en as eu pas mal. Je me relie beaucoup à ce que tu viens de dire. Je pense que il faut apprendre à écouter ce que la vie nous met sur le chemin. Et effectivement, c'est ta philosophie. Et depuis qu'on s'est rencontrés, ce ne sont que de belles surprises et de beaux projets qu'on monte ensemble. Donc, merci beaucoup d'être là ce soir et de nous accompagner dans cette belle aventure de Passerelle Normandie. Il y a pas mal de questions qui ont été posées suite à ton intervention, notamment Fabien et Mon Petit Camion qui ont posé une question sur les besoins autour du projet de Mille et une gares. Et ils demandent si le projet répond à des besoins identifiés chez les habitants de Briouze. Et si oui, quels sont les besoins? Alors, en fait, nous, on est le projet Mille et une gares, enfin, notre projet de tiers-lieu espace de vie sociale, et c'est la continuité un petit peu de choses que l'on fait déjà, et de demandes auxquelles on ne peut répondre aujourd'hui.
Donc, il y a des demandes en fait, auxquelles on ne peut pas répondre aujourd'hui. Et donc, il vient un petit peu de ça. Et dans notre projet Espace de vie sociale, la CAF, donc c'est un agrément CAF qui nous donne une aide pour financer un poste d'animateur d'espace de vie sociale. Et elle nous demande de faire une étude assez poussée. Donc, on a fait 2 sondages auprès de la population. Et puis, on a déjà, nous, cette expérience. Et on a fait aussi, on a un Facebook aussi, on a monté un Facebook qui s'appelle Briouze Info pour que les gens puissent suivre l'actualité. J'en ai pas ici, mais on a fait un petit guide des activités avec les associations de Briouze. On a fait aussi quelques réunions. On a travaillé aussi avec les artisans pour faire ce guide des activités, voilà, tous ensemble. Parce que moi, je crois beaucoup, on parle beaucoup de l'économie sociale et solidaire, mais je crois au monde associatif, aussi à l'économie, aux entreprises. Et il faut vraiment que tout le monde travaille ensemble. J'ai dévié peut-être la question. Ouais, la connexion aux différents acteurs du territoire est cruciale. Et donc, ce que tu mentionnes, c'est qu'il y a un réseau qui existe et de le visibiliser et aussi de le renforcer. Et probablement, ce sont probablement des actions très utiles en ce moment, surtout dans ces périodes où la solidarité, le fait de resserrer les liens humains sont probablement ce qui nous reste un peu parce que voilà, les contraintes, le confinement et tout ce qui s'abat un peu sur nous, en tout cas, je ne sais pas si c'est bien formulé, mais avec toutes les contraintes données par l'État, c'est vraiment ressource pour nous. En tout cas, le guide que vous avez créé est très utile pour repérer toutes les associations et toutes les activités qui sont accessibles sur le territoire. Donc, c'est super. Merci beaucoup pour le travail d'ailleurs qui a été fourni autour de ça. Il y a Yves, et ça m'a fait sourire, que je connais, qui dit « Cela fait 40 ans que je prends le train à Briouze pour Paris et j'ai hâte d'y aller pour autre chose que d'acheter un billet. » Et il espère que le train s'arrêtera toujours. Donc, c'est vraiment le projet que vous portez, que tu portes sur de mille et une gares est porteur d'espoir pour beaucoup. Oui, bah, c'est très gentil, merci. Bah, écoute, Yves, j'ai hâte de pouvoir y aller aussi pour autre chose. Alors moi, j'ai jamais acheté de billets là-bas, mais j'ai hâte qu'on aille y faire plein de choses dans ce lieu, surtout qu'il y a la voie verte qui va partir. Enfin, c'est vraiment redonner vie à ce lieu, ça va être vraiment quelque chose de chouette. Et de pouvoir croiser plein d'énergie là-bas, ça va être, voilà, ça me donne envie. Est-ce qu'il y a Éléonore qui pose la question d'une date d'ouverture prévisionnelle pour ce beau projet? On est en train de boucler les financements, donc il y a à peu près 1 an de travaux derrière. Donc au mieux, début d'année 2022. Voilà. Au mieux, hein, vraiment. Mais le lieu, pour nous, ce n'est pas l'essentiel. Hein. Aujourd'hui, on a déjà 25 activités, on fait des soirées, on a notre guide, notre Facebook, on fait déjà plein de choses qui montent en puissance petit à petit. Et là, donc, on va avoir un permanent qui va arriver. Donc vraiment, on devrait multiplier tout ça. Donc, en fait, tu parles des activités hors les murs que vous allez pouvoir initier avant que le lieu se mette en place. Et c'est fabuleux parce que du coup, c'est vraiment des moments utiles pour resserrer les liens entre au sein de la communauté qui va se monter, j'ai l'impression, du tiers-lieu de la gare de Briouze qui arrive dans 1 an pour nous tous, en fait. Et donc, une question a été posée et probablement que la personne a bien anticipé. Cet espace de vie pourra-t-il faire la promotion des produits locaux comme des jus de pommes? Est-ce que tu peux répondre à cette question? Les jus de pommes, oui. Je fais presser quelques pommes de la maison justement pour faire du jus à Bréal. Mais est-ce qu'on fera la promotion des… Je ne sais pas. Ça, c'est une vraie question. Il y a déjà des commerçants en fait qui font de la vente directe. Il y a déjà des agriculteurs qui ont une boutique de vente directe. Il y a des épiceries, etc. En fait, il y a tellement de choses que l'on peut faire. Nous, on veut aller là où il n'y a rien de proposé, où il y a des manques. Quand il y a déjà des choses qui sont faites, voilà, il y a déjà des entreprises qui se sont lancées. Donc, j'aurais plutôt tendance à dire on va laisser la place à d'autres. Dire qu'on pourra peut-être boire un jus de pomme quand même sur place, ce sera peut-être possible quand même. Mais voilà, on ne va pas aller remplacer des choses faire concurrence à des choses qui existent déjà. Allons vers ce qui vient compléter l'offre plutôt. Donc, en fait, tu réponds indirectement à la question qui a été posée autour de la possibilité de prendre un café. C'est vrai qu'il y a 2 PMU dans le bourg de Briouze, même si j'imagine qu'il n'y a aucun doute que tout le monde pourra prendre un café au sein de la gare.
Il y a 4 ou 5 bars à Briouze, il y en a au moins 4 ou 5. Mais ouais, donc, bon, on ne fera pas des terrasses pour boire du café, etc. Pareil, là, il y a des lieux pour ça sur Briouze, il y en a plusieurs qui sont très sympas. Il y a même plutôt 5 ou 6. Mais par contre, voilà, on pourra peut-être prendre un café quand même. Oui. Et pour terminer, alors 2 petites questions par rapport au guide. Combien de temps ça vous a pris pour rédiger le guide? Et il y a une personne qui a posé la question des activités que tu as citées, les 25 activités, où est-ce qu'elles ont lieu? Est-ce que c'est à la salle communale? Alors, le guide, en fait, on a pris une personne en service civique. On a eu beaucoup de chance. Hein. En fait, elle avait été graphiste et du coup, c'est comme on avait envie de faire quelque chose dans ce genre-là. Et alors là, du coup, elle s'est fait plaisir. Donc voilà. Et donc, il lui a fallu 3 mois peut-être à travailler dessus. Le plus long, en fait, ça a été d'aller chercher les informations. Les associations, on a eu quand même pas mal de mal à avoir les réponses d'associations. Ça, et puis aussi les entreprises, on a sollicité les entreprises pour qu'elles puissent avoir un petit encart dedans. C'est ce qui a financé le guide également. Donc voilà pour la réponse du guide, mais qui a eu un beau succès. Et puis après, sur où est-ce qu'on fait nos activités? Alors quand on dit 25 activités, c'est 25 ateliers. Il y a une vingtaine d'activités différentes. C'est dans les salles en fait de la commune. Il y a un gymnase, une salle de sport, il y a des foyers, il y a des petites salles. Nous, on a déjà une petite salle. Donc, l'objectif de la gare, c'est aussi de pouvoir remettre 2 salles pour les activités, soit en coworking, soit en activité. Mais en fait, on a la chance à Briouze d'avoir un tissu associatif très dynamique. Et aujourd'hui, une des choses qui freine notre développement, c'est le manque de salles. D'accord. Donc, en fait, un lieu physique est tout de même très important dans l'organisation, dans le rassemblement humain au sein d'une commune. Hein. C'est ce que tu dis. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Et en fait, il y a déjà des lieux. On continuera à faire des choses à l'extérieur. Hein. Tout ne se fera pas dans ce qu'on a dans le lieu, dans la gare. Mais voilà, ça viendra compléter. Et on sera ouvert aux autres associations. Merci beaucoup, Antoine. Et avant de passer aux 10 minutes de clôture pour vous laisser à l'heure, est-ce que tu peux nous parler de la fabrique du bocage? Oui, tout à fait, oui. Vous participez quelques-uns autour de la table. Eh bien, oui, oui. Alors, déjà, moi, j'ai la chance d'avoir découvert Territoire en commun et le co-living et le capitaine à côté de chez moi. Et franchement, je m'éclate et Enfin, c'est extraordinaire. Tous les projets qui montent, franchement, si vous avez envie de vous amuser et que ces thématiques-là vous plaisent, enfin, voilà, je vous encourage parce que vraiment, c'est extraordinaire. Le seul risque que vous avez, c'est que ça vous passionne et que vous y passiez du temps. Mais c'est vraiment chouette. Franchement, il suffit de picorer et de venir choisir. Et donc, du coup, parmi les projets qu'on a montés ensemble, il y a cette fabrique du bocage. Donc, du coup, c'est un consortium avec Territoire en commun, donc le co-living, et puis le Carabo à Rabodange, donc avec Karine et Tristan, entre autres. Donc voilà, donc du coup, c'est un regroupement en fait de tiers-lieux pour monter une fabrique de territoire. Donc ça s'appelle la fabrique du bocage et c'est pour accompagner, enfin déjà c'est pour nous rassembler et pour travailler ensemble sur les tiers-lieux, créer du lien entre nous, nous permet de développer nos activités de tiers-lieux et ensuite d'essaimer vers d'autres tiers-lieux et de collecter en fait nos expériences pour pouvoir essaimer et développer d'autres tiers-lieux sur le territoire. Et donc, pour préciser, en réponse à un dispositif qui a été lancé par l'État qui s'appelle la fabrique de territoire. Et donc, pas mal de territoires se sont positionnés là-dessus. Et donc, sous forme d'archipel, pas mal de petites fabriques se forment sur l'ensemble du territoire. Et l'idée, c'est que, comme un réseau, tout le monde se connecte pour partager les bonnes pratiques. Eh ben, merci beaucoup d'avoir représenter l'équipe pour parler de la fabrique du bocage. Merci beaucoup Antoine, c'était très riche. Merci pour ton énergie. Merci à vous. Toujours aussi, qui me vient droit au cœur et pour ton soutien parce que c'est un grand plaisir de partager ces moments avec toi. Venez chez nous, vous serez bien. C'est chouette. Mais préparez-vous. Merci. On va passer sur un petit temps de clôture si vous le voulez bien. Donc, je vais repartager mon écran. Alors, on va voir si ça marche. Hop. J'espère que tout le monde voit mon écran. Super.
Un petit temps de clôture pour vous parler de la prochaine étape de Passerelle Normandie, qui est ce temps de week-end, donc à la campagne, qui est pour le moment programmé du 4 au 6. On n'a pas forcément communiqué de manière très vive à cause de tout ce qui se passe en ce moment et toutes les annonces qui s'enchaînent et les incertitudes. Mais en tout cas, ce qui a été anticipé, et on espère, on croise les doigts, pouvoir maintenir cette session qui se passe du 4 au 6 février au Co-Living El Capitan. L'idée, c'est que pendant 2 jours et demi, on se retrouve dans un groupe de 10 à 12 personnes. On sera 2 personnes à faciliter ces 2 jours et demi, où l'idée, c'est de découvrir la dynamique du territoire normand. Vous aurez la chance de recroiser les acteurs autour de la table, de créer des rencontres, des moments de rencontre entre vous, les gens du territoire, des maires de communes et des personnes qui sont dans le même cheminement que vous, donc des temps collectifs et individuels pour maturer, approfondir votre projet de transition. Donc on espère pouvoir maintenir cette invitation et ce rassemblement. Nous vous ferons un email suite à ce webinaire pour vous donner toutes les informations et d'ici là, le lien pour s'inscrire à l'événement. Si la date est maintenue ou qu'il soit bougé, on vous donnera toutes les informations à ce moment-là. En attendant, n'hésitez pas à poser vos questions au projet Passerelle Normandie. Donc, c'est très simple. Pour poser vos questions, vous allez sur le site de Passerelle Normandie et vous aurez un bouton contact pour envoyer un email à l'équipe. Donc voilà. Un tout petit temps de partage comme tout à l'heure, un petit moment sur le chat de partage sur votre émotion, sur votre ressenti à la sortie de ce webinaire. Est-ce que vous pouvez laisser un petit mot sur comment est-ce que vous vous sentez tous à la sortie de ces partages inspirants? Toutes les belles questions qui ont été posées, les réactions, n'hésitez pas à laisser un petit mot. Dites-nous comment vous vous sentez. Alors, tu nous as donné la pêche, Antoine. Motivé, hyper motivé. Dis donc. À dynamiser. N'hésite pas à partager si jamais tu as une réaction, Antoine, à la suite de ce que... Pareil pour Karine et Léonore. Margot qui demande s'il y a les équivalents de Passerelle Normandie dans d'autres régions. C'est une très bonne question, Margot. Merci beaucoup, Alex. Eh bien, je ne sais pas. C'est une très bonne question. Et Cécile répond qu'elle va créer la même chose dans la Loire. Donc, avec plaisir. Voilà, hein, Margot, Cécile, mettez-vous... Jetez un œil sur le dispositif Fabrique de territoire. Et effectivement, n'hésitez pas à vous rapprocher du projet Passerelle Normandie. On se fera un plaisir de vous répondre. Et probablement que je demanderai à Aline, qui est notre coordinatrice de ce projet, de transmettre les liens sur une session tiers-lieu qui se prépare très prochainement au Co-Living, qui est un autre événement. Voilà. Moi, si je lis, vous me demandez une réaction. Franchement, si vous avez la même chose auprès de chez vous, allez-y, foncez, vous allez vous éclater, vous allez vous amuser, c'est vraiment chouette. Et si vous êtes dans le coin, venez. Venez. On a les maisons, les portes grandes ouvertes, hein, Alex? Dans l'habitude, on a des masques quand même pour vous accueillir, histoire de faire les choses bien, mais c'est vrai qu'on est quand même très accueillant. Il y a du café, de la chicorée, du thé, tout ce que vous voulez. Et puis Antoine qui donne des cours d'anglais. Donc vraiment, il n'y a pas d'argument contre. Comme on a encore quelques minutes par rapport à ça, il y a des questions. Se loger, attention au marché de l'immobilier. Bah oui. C'est vrai que ça commence à vraiment... Pas mal de gens commencent à venir s'installer dans le coin. Et c'est vrai que ça se bouscule de plus en plus pour trouver des terrains. Mais c'est vraiment une chance parce qu'il y a plein de maisons à rénover. Voilà. Et c'est vraiment un appel aux investisseurs. Et moi, j'ai logé 8 personnes dans ma cave. Hein. Ils payent une sous-loc, pas très cher, mais du coup, ça permet de mettre du monde en Normandie, quoi.
Voilà, savez-vous si cette belle réalisation de Passerelle Normandie existe dans d'autres régions? Ok, là je vois les questions qui sont relancées. Facile pour acheter en Normandie. Élise qui demande s'il y a des facilités pour acheter en Normandie. Hélène prête de l'argent. Hélène, elle a J'ai un compte en banque bien elle fait fourni. des prêts à taux zéro. Ok. Super, super. Eh ben, je ne sais pas si on a le temps pour Kaline. Est-ce que tu peux transférer le lien de la session tiers-lieu de notre Facebook à la communauté autour de la table? Je ne sais pas si tu as ça sous la main, Aline. Pour que les gens qui n'auront pas la possibilité de nous rejoindre du 4 au 6 février pourront nous rejoindre du 22 au 27 janvier. C'est une session qui est organisée au sein du Co-Living El Capitan, qui a pour but de permettre et de faciliter la rencontre avec les tiers-lieux normands. Donc, Karine, Éléonore, Thibaut, son compagnon, Antoine seront parmi nous. Le projet Ecopia. J'ai invité le projet de l'arbre. Je ne sais pas si vous avez reçu mes appels, mes textos et mes emails, mais en tout cas, vous êtes aussi invités à nous rejoindre. N'hésitez pas à aller vous informer. L'idée, c'est de créer des temps collectifs d'échange, des ateliers et aussi on a ce qu'on appelle un speed dating pour que chaque projet qui a envie de pitcher, là j'allais dire, j'essaye de trouver des mots français, de présenter leur projet de tiers-lieu et de collectif puisse venir se rencontrer. Ah, merci beaucoup Aurélien. Avec plaisir pour vous retrouver. Du 22 au 27, Aline. Possibilité de venir nous rencontrer et on va organiser des petits moments café. Effectivement, je ne sais pas trop ce qui s'est prononcé ce soir pendant l'annonce de Castex, mais l'idée, merci Aline, l'idée c'est d'organiser des temps pour que tout le monde puisse rentrer à la maison à temps et le temps de rencontrer ces beaux projets de tiers-lieu. Super, merci beaucoup pour vos précisions. Couvre-feu à 18h au niveau national, si j'ai bien compris. Il va falloir en héberger un ou deux. Il reste de la place dans nos maisons, dans la cave. Eh bien, super. Génial. Merci beaucoup à tous. On a pris un peu d'avance tellement c'était super timé. Alex, un petit mot de fin? Franchement, on n'a pas pris beaucoup de retard. Moi, j'ai beaucoup aimé vous entendre parce que je vous connais tous les trois, Éléonore, Karine et Antoine, mais j'étais jamais rentré dans ce niveau de détail et je vous avais jamais posé de questions aussi personnelles, même autour d'une chicorée. Donc, c'était cool d'avoir 40 personnes, 40 témoins pour pouvoir vous interroger. 52 52 au départ, là, on est plus de 40. Et surtout, merci pour vos partages sincères, c'est hyper important. Et j'espère sincèrement que ça a convaincu, que ça a aidé des gens dans leurs décisions et dans leurs futurs projets. Des gens comme vous, j'en ai rencontré moi il y a quelques années et ça m'a vachement aidé pour prendre les décisions sur mon avenir et pour quitter la ville, pour m'installer à la campagne, pour me lancer tout seul dans mes activités. Et je pense que vous avez aidé beaucoup de gens ce soir en partageant ces mots. Merci. On espère avoir répondu à vos questions et aussi avoir pu formuler de nouvelles questions pour certains et créer le déclic chez d'autres. En tout cas, n'hésitez pas à rester en lien sur Facebook avec Passerelle Normandie, Instagram et vous êtes les bienvenus dans l'Orne, au Co-Living, au sein de nos tiers-lieux. N'hésitez pas à nous contacter. On vous donnera les contacts respectifs de Karine, Éléonore et d'Antoine dans l'email de remerciements qui vous sera envoyé dans les prochains jours. Et merci donc à Alex et Hélène pour avoir préparé tout ça. Merci beaucoup. Et puis Aline et Célia qui ont fait du taf en discret là, dans l'ombre. Et Aline, et oui, Aline. Et Célia, c'est vrai que je n'ai pas vu. Bravo et merci. Bye bye. Merci Anne. Merci les filles. Merci à tous. Merci. Et merci à Ségolène pour la communication aussi, parce que sans la communication, on ne serait pas tous là. Merci Ségolène. À la montagne. Bonne soirée à tous.